heureusement, on ne nous a pas annoncé de changement cette semaine dans l'organisation des cours, donc on peut continuer comme ça. C'est donc, après ce cours-là, il y en aura 2 autres, les 2 jeudis suivants. Et puis, on arrête pour cette année. Le séminaire, je continuerai un peu plus longtemps. Voilà, et je peux déjà dire que, vu l'abondance de la matière sur ce répertoire des plats, en fait, le cours de l'année prochaine continuera le même sujet, mais en basculant davantage du côté de l'Asie centrale. Voilà. Alors, on continue donc. On était ces temps derniers dans des plats qui ont des sujets, qui avaient des sujets, disons, à caractère plutôt mythologique ah oui, des sujets à caractère, disons, plutôt mythologique ou rituel. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont en général exceptionnels. Et on avait donc remarqué ce paradoxe qu'aucune divinité jamais n'est représentée en dehors d'un contexte astral, à part l'Aphrodite Hachi, qu'en fait j'ai découvert en préparant les cours, parce qu'elle est sortie très récemment. Et enfin, je la connaissais un peu avant, mais j'avais des doutes sur l'authenticité, et j'ai eu des arguments qui font que les doutes sont maintenant levés. Donc elle, c'est vraiment la représentation d'une divinité, dans un contexte artistique qui semble quand même sassanide tardive, très hellénisé, avec un peu d'égyptomanie. Voilà. Alors, il se trouve que le plat sur lequel je vais enchaîner aujourd'hui, je m'en aperçois maintenant, après avoir vu l'autre, il a des affinités stylistiques assez fortes avec le plat d'Aphrodite Hachi. Mais c'est donc un plat à caractère religieux, puisque dans l'interprétation qui avait déjà été proposée par Marchak et que j'ai développée depuis, il s'agit des symboles des principales fêtes zoroastriennes. Ce plat n'est pas à proprement parler sassanide. Il est probablement de la seconde moitié du 7e siècle, donc un peu post-sassanide, et vraisemblablement, même certainement, pas exécuté en Iran même, mais dans le Tokharestan, l'ancienne Bactriane. Je vous expliquerai ce qui permet de l'affirmer, mais il a des affinités assez fortes dans certains détails avec le plat d'Aphrodite Hachi qu'on avait vu. Et alors en plus, l'étude de ce plat est particulièrement appropriée aujourd'hui où le Nowruz est passé depuis 4 ou 5 jours, puisque l'une des fêtes représentées ici, c'est le Nowruz. Bien. Donc, plat certainement fabriqué dans l'ancienne Bactriane, seconde moitié du 7e siècle, donc dans une région qui présente la particularité d'avoir des rapports étroits avec l'Inde depuis toujours, mais d'avoir été quand même à plusieurs reprises politiquement, disons, tenu ou convoité par les Sassanides. Donc on est à la limite de 2 mondes. Hein. À l'époque qui nous concerne, après la chute de l'Empire sassanide, ou même un peu avant, elle est divisée en plusieurs principautés qui sont tenues soit par des représentants du Kagan des Turcs occidentaux, soit complètement indépendantes. Et ces principautés, à partir de 654, donc en fait 3 ans après la mort du dernier roi sassanide à Merv, affrontent en ordre dispersé les incursions arabes menées à partir de Merv. Mais enfin, il faudra 70 ans pour qu'un contrôle arabe vraiment sérieux s'exerce. Alors, contrairement à la Sogdiane, et là ça va être un paradoxe, contrairement à la Sogdiane qui était restée majoritairement zoroastrienne, au Tokharestan, les sources écrites et l'archéologie semblent vraiment indiquer une prépondérance du bouddhisme. L'oasis de Bactre, une des principales principautés, appartient à une dynastie d'administrateurs laïcs du grand monastère bouddhique du Nobahor, et ces gens-là ont eu une notoriété toute particulière
dans la littérature islamique, puisque c'est de cette famille que sortira, sous Haroun al-Rachid, la dynastie des vizirs barmécides, qui d'ailleurs ont protégé, ont favorisé les traductions de littérature indienne, ce qui n'est pas par hasard. Bien. Alors le paradoxe, c'est que dans ce pays majoritairement bouddhique, parmi ce plat est parmi tous ceux que nous avons examinés celui qui véhicule le plus explicitement et le plus en détail un message zoroastrien. Alors, histoire de ce plat. Il n'a pas été trouvé en fouille régulière, comme c'est pratiquement jamais le cas. Il a été acquis en 1843, il y a vraiment longtemps, par notre Bibliothèque nationale auprès d'un prince russe, le prince Soltykov, qui était en visite à Paris. On n'a aucune information sur le lieu de la trouvaille, mais c'est évidemment l'Oural ou les régions de la Sibérie occidentale, comme presque tous les plats trouvés à cette époque. Et généralement, ces princes russes, il y a beaucoup de plats qui sont acquis par des grandes familles de princes russes. Alors, il y a les Soltykov, les Gagarines, les Stroganov. Et pourquoi est-ce qu'ils acquiraient ces plats? C'est parce qu'ils étaient propriétaires de mines. Ils avaient les mines et ils avaient les fonderies de l'Oural. Et donc, ils avaient des propriétés, ils étaient les mieux placés pour récupérer ce qui était découvert par des trouvailles fortuites. Alors, l'origine ouralienne ou, disons, péri-ouralienne, enfin, la provenance du plat, le fait qu'il avait fini par aboutir là-bas, est confirmée par le fait qu'il est complètement couvert de graffitis, vous voyez, entre les personnages. Alors, généralement, les photos publiées effacent les graffitis. Mais là, j'ai pris à dessein une photo fournie par le cabinet des médailles où ils y sont. Et Samra Azarnouch, quand nous avons ensemble examiné le plat il y a quelques années, a pris des photos de détail. Vous voyez ici, il y a un masque. C'est un masque. Il y a des animaux. Et surtout, sur le dos du plat, on voit très bien. Voilà, alors ici, vous voyez, on dirait des dessins enfantins, mais assez clairement, je dirais avec toutes les précautions requises et les guillemets, que c'est du répertoire chamanique. Vous avez un personnage les bras levés avec des sortes de plumes sur la tête, vous en avez un qui semble danser, voilà, il n'y a pas d'inscription en langue turque. Je crois qu'il y a une étude, mais il faut que je retrouve ça. Je crois qu'il y a une étude spéciale sur ces graffitis. Et puis, je compte montrer ça à mon collègue Charles Stepanov de l'École des hautes études, qui est aujourd'hui en France le grand spécialiste du chamanisme et du répertoire les boucliers de chaman, etc. Et je pense qu'il arrivera à en tirer quelque chose. Alors, pendant longtemps, jusqu'à récemment, en fait, il était connu comme le plat d'Anahita. Pourquoi ? Parce qu'on identifiait mécaniquement à l'époque à Anahita, où on associait à Anahita toutes les images de femmes dévêtues ou nues qu'on trouvait sur les plats sassanides. Alors aujourd'hui, comme j'ai déjà eu l'occasion de vous l'expliquer, ça n'est plus du tout la tendance. En tout cas, le motif central représente effectivement une femme aux formes, disons, assez généreuses. C'est probablement de l'influence indienne, quoique les beautés sassanides qu'on trouve sur des plats vraiment fabriqués en Iran sont plutôt obéissent plutôt à ces canons. Elle est probablement, elle n'est pas nue, elle porte une tunique transparente parce qu'on voit ici c'est un bracelet, mais il y a quand même un rebord de col. Bon, ça doit être une tunique transparente. Elle a un collier, une grosse natte, un chignon, et elle est à califourchon sur un griffon qui est un animal combinant les différents éléments, puisque donc il appartient à la fois à la terre, parce qu'il a un corps de lion, voilà. Il appartient à l'élément aérien, parce à la terre aussi appartiennent les cornes de bouc. Il a un aspect aérien
parce qu'il a une tête de rapace et des ailes ici, dont on voit seulement le départ. Et par ailleurs, il appartient au règne végétal. Vous voyez, la queue se termine en ornement végétal. Alors, on voit tout de suite, je vous fais remarquer que l'axe vertical du plat, et ça va être une clé de l'interprétation, est marqué aux deux extrémités par un symbole astral où on a un buste apparemment masculin sortant d'un croissant de lune. On a ça sur les deux axes. Alors, le sujet principal, il s'agit donc de 4 couples qui dansent en effectuant des sortes d'entrechats. On voit nettement ici, ce type d'entrechat, voilà, ici, est très proche de ce qu'on a vu sur le plat d'Aphrodite Hachi. C'est vraiment la même position des jambes. Ils sont donc disposés de manière radiale sur la surface intérieure, 4 couples disposés de manière absolument régulière, mais il n'y a pas un personnage qui copie l'autre. Alors, parmi les 8 personnages, 6 sont visiblement féminins. Ils ont des grandes tuniques, des longues tresses, parfois un voile, des grands châles, ou des rubans. Ce sont évidemment des femmes. 2 personnages, celui-là et celui-là, ont les cheveux courts et bouclés. Bon, ils sont également habillés de tuniques, mais ça n'est pas forcément un critère pour dire qu'ils sont féminins. Bon, j'avais pensé dans mon précédent article que c'était tous des femmes. J'aurais tendance maintenant à penser que ces 2-là sont des jeunes hommes. Ils sont opposés de manière axiale, et par ailleurs, ils portent des symboles qu'on aurait plutôt tendance à associer à des hommes. Celui-là est un fauconnier, vous voyez, et celui-là porte une torche enflammée. Alors, description des 4 couples. Pour des raisons je vais expliquer ensuite, je pense qu'il faut procéder dans l'ordre anti-horaire, l'ordre inverse des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire partir de là et tourner comme ça. Et le premier étant celui-là. Alors, voilà. Je prends comme point de départ le couple à gauche. J'expliquerai pourquoi, parce qu'à mon avis, c'est le début. Vous avez donc ici donc, probablement un homme qui danse, et il tient à la main une grande fleur de lotus, avec un bourgeon et une fleur épanouie, et donc de l'autre main, clairement, un faucon. En face de lui, la femme tient un encensoir. Alors c'est typiquement les encensoirs qu'on voit à cette époque. Vous voyez, le couvercle est percé avec des trous en forme de flèche pour faire sortir la fumée. C'est pour des fumigations. Et de tous les personnages, elle est la seule qui ne danse pas et dont les pieds sont couverts. Vous voyez, les pieds sont couverts par les plis du pantalon. Et ça, c'est très important, on va être amené à en reparler. C'est quelque chose qui rappelle aussi le plat de la déesse Hachi qu'on a vu, c'est que quand ils font les pointes, les pieds peuvent être nus, peut-être habillés avec des bottines légères, difficile à dire, mais quand les pieds sont bien par terre, là, ce n'est pas au contact du sol. Il y a un coussin, il y a un tissu, il y a quelque chose comme ça. Et vous vous rappelez, j'avais rapproché ça du tabou zoroastrien de marcher les pieds nus sur le sol. Quand on est vraiment la plante des pieds à plat, il faut qu'il y ait quelque chose qui vous isole du sol. Sinon, c'est une grave impureté. Alors,
le deuxième couple, ici, voilà, ça c'est le premier. Attendez, ça c'est donc. C'était le premier couple, oui, j'ai mis 2 photos en fait. Le deuxième couple montre des femmes et vous voyez, on voit la poitrine. Donc, elles sont vêtues là d'un habit transparent qui laisse voir la poitrine. Détail que vous allez voir très important. Elles ont le symbole astral que j'ai décrit. Et celle de gauche fait un geste avec la paume de la main ouverte. C'est un geste de salutation ou de bon augure. C'est la même symbolique qu'on trouve dans le monde romain. Voilà. En face, très intéressant, elle tient un plat. Et ce plat est rempli de choses rondes et petites, comme des fruits ronds ou des grains. Vous voyez, c'est indiqué par un semis de poinçons. Bien. Le troisième couple. À gauche, donc probablement un homme qui tient de la main droite une lance ou un sceptre, et de la main gauche une torche allumée. Alors vous voyez, cette torche a en fait une espèce d'un réservoir en haut. Ce n'est pas les torches comme on a l'habitude de les voir chez nous. En fait, je pense que ce sont plutôt des braseros portatifs. Ouais. On porte une torche allumée. Et la femme en face, très clairement, sert du vin. Elle a une coupe à l'aube, comme on la voit fréquemment dans le monde sassanide et également en Asie centrale à cette époque. Et ici, ce qu'elle tient à la main, c'est une outre qui va servir à remplir la coupe. Alors, le quatrième couple, tout en haut, avec à nouveau donc le symbole astral qui réapparaît. Ce sont 2 femmes. Celle à gauche fait un geste, mais ce n'est pas le même geste qu'on a vu précédemment, qui était le geste avec la paume de la main, donc un geste de salutation. Ici, c'est un geste de respect. Dans l'art sassanide, c'est clairement le geste qu'on fait en présence des dieux ou des souverains. À droite, elle danse pas, mais elle n'a pas non plus les pieds vraiment à plat. Et ce qu'elle tient à la main, c'est un seau, évidemment un seau d'eau. Tout ça, c'est quand même très bizarre. Il y a évidemment, ça n'a pas été choisi au hasard. Derrière chacun de ces attributs, il y a une intention très précise. Et il est clair que à chaque fois, ça renvoie à une fête ou à un ensemble de fêtes caractérisées par ces attributs. Alors, ce plat, pendant longtemps, en fait, il n'a pas vraiment été commenté. On disait c'est Anaïta et autour d'elle, enfin des danseuses, voilà, l'entourage d'Anaïta. Le premier commentaire vraiment élaboré a été présenté en 1971 par Prudence Harper. Qui est donc, j'ai eu l'occasion plusieurs fois de le dire, avec Boris Marchak, la très grande rénovatrice des études sur tout ce répertoire de plats depuis les années 1960. Alors, Prudence Harper a identifié pour la première fois des modèles gréco-romains indirects. Selon elle, la femme au griffon, dériverait à la fois de Cérès, la déesse romaine héritière de Déméter, mais qui est parfois représentée sur des griffons, mais par ailleurs, clairement aussi, c'est Dionysos à Califourchon sur sa panthère. Alors, elle rapproche ce plat très connu, ce sarcophage très connu, le sarcophage de Badminton, avec le jeune Dionysos, qui a donc, alors la panthère n'est pas représentée de manière très réaliste, mais enfin c'est supposé être la panthère. Il a donc son thyrse là, avec la pomme de pin au bout,
et il est accompagné par des personnages dansants. Enfin, on voit, il y a des femmes au cymbale, bon, évidemment les Ménades, mais en fait, on a 4 personnages principaux. Alors, est-ce qu'on en aurait 8 en fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En réalité, oui, on aurait 8 personnages dansants, donc 4 couples, et c'est évidemment les personnifications des saisons. Alors, je n'en rentre pas dans le détail avec les différents attributs tenus, fruits d'été, fruits d'automne, qui permettent à chaque fois de préciser. Bon, c'est un répertoire, c'est un exemple parmi beaucoup de ce répertoire de Dionysos avec les saisons. Et un autre exemplaire très intéressant à double titre, parce que là, les saisons dansent comme sur notre plat. Et par ailleurs, chronologiquement, il est probablement à peu près contemporain, puisqu'on date cette mosaïque du VIe siècle. C'est la célèbre mosaïque de Ravenne, avec les 4 saisons qui dansent, accompagnées d'un joueur de flûte de Pan. Alors, je ne me rappelle pas exactement les exemples. Bon, ici, c'est clairement l'hiver, hein, avec les tiges desséchées. Ici, avec voilà, ça doit être respectivement, ça ce serait l'automne parce qu'il a des feuilles d'automne dans sa couronne, donc on aurait ici le printemps et l'été vêtus plus légèrement. Mosaïque archi connue. Alors, en 1986, Boris Marchak, dans son grand livre sur l'argenterie orientale, a proposé une étude assez brève, mais plus précise. D'abord, il admet que ça a un rapport avec les saisons, mais pour la première fois, il a supposé que ces saisons étaient mises en rapport avec des fêtes zoroastriennes. Alors, du point de vue stylistique, il fait remarquer qu'il y a un certain nombre de détails qui tendent vraiment vers l'Inde. Les grosses tresses des femmes, qui ne sont pas identiques à ce qu'on a dans l'art sassanide. Leur gros châle lourd qui pourrait... On a des écharpes comme ça, flottantes dans l'art sassanide, mais là, ça rappelle vraiment des saris. Les formes de la femme sur le griffon, et même, d'après lui, les pas de danse pourraient être mis en rapport avec l'Inde. Enfin, entre-temps, bon, vous avez vu qu'on les retrouve sur le plat d'ashi. Alors, il a fait par ailleurs, alors, il est parti de l'identification précise d'un attribut, c'est la torche. Alors, il se trouve que, voilà, c'est le point de départ, on a une fête qu'Al-Biruni, alors je vais revenir après sur la présentation que Al-Biruni vers l'an 1000 a fait des fêtes zoroastriennes, qui est la source la plus détaillée que nous avons. Alors, Biruni parle d'une fête qui s'appelle le Khorshid Odar Jashn, c'est-à-dire la fête du soleil et du feu. Et d'après Biruni, à son époque, vers l'an 1000, elle était célébrée le 6e mois de l'année zoroastrienne, premier jour du mois Shahrevar, et, détail important, était particulièrement populaire au Tokarestan, en Bactrienne. Donc ça nous centre les choses géographiquement et ça nous donne un point de départ dans l'année. Pour la figure centrale, il compare à un plat découvert dans l'Oural, un plat sans doute sassanide ou post-sassanide, mais pas de beaucoup, qui est en fait très proche par son thème, si ce n'est que la femme ici joue de la flûte, plutôt une sorte de clarinette, ce qui n'est pas le cas ici, une sorte de hautbois. Alors, on a donc à nouveau le griffon qui combine les divers éléments
naturel, hein, donc pareil que lui en réalité, corne de bouc. Là, en fait, non, il n'a pas une tête de rapace, il a plutôt une tête de chien, mais il a les ailes. Donc voilà, l'élément aérien est là. Il a un corps de lion. On retrouve dans sa queue l'élément végétal. Et puis, tout autour, on a donc les feuilles qui représentent l'élément terrestre, un bassin avec des poissons qui représentent l'élément aquatique, et également représentant l'élément terrestre, ce paysage de montagne. Donc, c'est la même symbolique, mais là, ça tirerait davantage vers un répertoire peut-être plus mondain, puisqu'on voit que la femme joue d'un instrument de musique. Alors, selon lui, bien que les modèles, clairement, donc c'est Dionysos ou Cérès. Alors, dans le domaine, si on essaie de traduire de manière iranienne, on va penser à la déesse de la terre. La déesse de la terre, c'est Zam Spandarmat, qui... il ne pense pas que c'est elle, parce que lui, il verrait plutôt une allégorie de la terre, plutôt qu'une déesse précise. Bon, on peut être d'accord avec lui, mais il y a quand même peut-être une objection, c'est que cette déesse Zam Spandarmat, je vais vous expliquer pourquoi je l'identifie comme telle, est bien associée à un griffon. Oui, bon, c'est très mal conservé, mal dessiné, mais enfin, on voit les ailes ici et ce qui semble une tête de rapace tournée de l'autre côté ici. Et pourquoi est-ce que je l'ai identifié? C'est une série de reliefs de bois qu'on a trouvés au nord de la Sogdiane, à Otrar, c'est-à-dire aujourd'hui au Kazakhstan, et qui représentent des scènes en rapport avec l'au-delà, visiblement. Bon. Et on a ici, l'attribut à gauche, ce n'est pas bien clair, mais ce qu'on voit bien, c'est qu'elle soulève de la main gauche un ossuaire. Un ossuaire sogdien, un des types d'ossuaires sogdiens avec des petits créneaux. Bon. C'est le rôle que joue cette déesse de la terre à la fin des temps, au moment de la résurrection. C'est décrit dans le Bundahishn. On ne dit pas qu'elle tiendra un ossuaire, mais on dit qu'elle rendra à Ormazd les os des morts. Chacune des 6 grandes divinités rendra quelque chose. Il y en a une qui rendra les os, les cheveux, et elle rendra les os. Et il se trouve que cette interprétation ne part pas du vide, parce qu'on a la série de ces 6 divinités, disons les grands archanges du zoroastrisme, apparaissant dans leur rôle au moment de la résurrection, sur une série d'ossuaires bien connus à l'Ermitage, les ossuaires de Bihan Ayman, et parmi eux, il y a très clairement Spandarmat qui tient l'ossuaire. Donc, ossuaire veut dire Spandarmat, la déesse de la terre, et elle est associée au griffon. Donc, même si notre femme au griffon central est probablement plus allégorique que véritablement divine, parce que je suis prêt à... Alors là, qu'est-ce qui se passe? Bon. Oh, attendez. Ouais. Excusez-moi. Ah oui, alors là, il suffit que je fasse précédent. Oui, voilà. Oui. Bon, même si elle est plus allégorique que véritablement divine, il y a quand même un rapport, une allusion. Bien. Alors, le principal apport de Marchak, c'est que, donc je vous l'ai dit, ces personnages ces danseurs ne sont pas seulement une image des saisons, ils sont associés aux grandes fêtes zoroastriennes célébrées à l'occasion des saisons. Je reviens sur le... Voilà. 1, 2, 3, 4. Alors, il a trouvé un certain nombre de points d'accrochage. Avant d'en venir en détail à son interprétation, il est indispensable de faire un point sur ce que nous savons du calendrier zoroastrien
notamment dans les régions orientales, à l'époque où on peut dater la fabrication de ce plat, c'est-à-dire 6e, 7e siècle. Alors, je vais essayer d'expliquer simplement des choses compliquées et des choses qui étaient déjà très compliquées pour les contemporains. Bien. On connaît maintenant plus précisément, grâce à Nicolas Sims-Williams et François de Blois, ce calendrier qu'ils ont étudié d'après les formules de datation dans les documents bactriens de Rhodes. Alors, partons de l'élémentaire. Partout, là, comme partout dans le domaine iranien, l'année fait 365 jours. Mais pas 365 jours, un quart. C'est c'est l'année, c'est chez nous l'année pré-julienne. À cause du quart de jour manquant, elle a avancé progressivement de un jour tous les 4 ans, et donc de un mois tous les 120 ans, et ce qui fait que ce calendrier qui avait été institué à l'époque achéménide, probablement sous Xerxès, vers 460 avant Jésus-Christ, à l'époque où nous nous situons, c'est-à-dire 11 siècles après, a dérivé de 8 ou 9 mois. Bon, résultat, le Nowruz, qui correspondait originellement, qui était originellement à l'équinoxe de printemps, s'est mis à avancer. Il était là, il a avancé et il s'est retrouvé en plein été. Bien. Alors, on était conscient, en Iran, on est devenu assez conscient à l'époque sassanide du problème que ça posait. Comme toujours, les gouvernements se rendent compte qu'il y a des problèmes dans le calendrier le jour où ça fait des problèmes pour la rentrée des impôts. Bien. Et comme certains des impôts sur les cultures étaient liés aux fêtes, évidemment, les impôts qui devaient être prélevés sur les moissons ne tombaient pas au moment des moissons. Bon, voilà. Donc, on a essayé de corriger ça. Alors, sous le roi sassanide Péroz, vers 470, on a fait... Alors, excusez-moi. Ah oui, alors là, c'est pas... Ah ouais, c'est torchon. En fait, on a... Bon, en gros, on n'a pas touché à la succession des mois. Hop. Page précédent. Voilà. Donc, le Nowruz était en juillet. On n'a pas touché au nom des mois, etc., mais on a redécalé toutes les fêtes de façon à ce que Nowruz tombe en mars, l'équinoxe de printemps, et les principales fêtes du calendrier se sont retrouvées entraînées avec. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y avait plus la correspondance entre les mois initiales, entre les mois et les fêtes, mais par rapport au calendrier solaire, les fêtes recommençaient à tomber là où elles devaient tomber. Vous me suivez? Oui, mais voilà, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et pourquoi ça n'a pas marché? Parce que d'abord, alors oui, cette réforme n'a d'abord pas été adoptée partout. Elle a été adoptée en Iran, mais elle n'a pas été adoptée en Sogdiane, elle n'a pas été adoptée au Khorezm. Quant au Tokharestan, c'est compliqué, on a l'impression qu'elle a été adoptée dans les documents de chancellerie, mais pas dans l'usage courant. Bien. Et même en Iran, la réforme a échoué pour 2 raisons. Première raison, le décalage des mois, il aurait fallu continuer. De temps en temps, il aurait fallu à nouveau remettre la pendule à l'heure. Mais ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait parce qu'au moment où ça aurait dû être fait, c'est-à-dire 120 ans après cette réforme, l'Empire sassanide avait d'autres chats à fouetter. Et donc on a laissé le mécanisme à recommencer à se détraquer tout de suite. Et donc, à nouveau, on s'est mis à avancer d'un jour tous les 4 ans et d'un mois tous les 120 ans. Bien. Par ailleurs, les gens
n'ont pas voulu renoncer à leurs anciennes fêtes. Certaines fêtes sont restées célébrées à la date antérieure. D'autres ont été célébrées 2 fois. Voilà. On a eu les mêmes problèmes avec le calendrier chrétien. Si on étudie les choses dans le détail, c'est terrible aussi. Mais là, au moins dans le calendrier chrétien, on partait d'une base solide qui était 365 jours un quart depuis Jules César. Mais là, ils étaient à 365 jours seulement. Bon. Alors, oui, je passe là-dessus. Pourquoi ils n'ont pas fait comme Jules César et les Égyptiens? Pourquoi ils n'ont pas fait des années bissextiles? Voilà, ils n'ont pas adopté cette solution qui permettait de corriger tous les 4 ans. Ils ne l'ont pas fait parce que dans le rituel zoroastrien est fondé sur la continuité ininterrompue du murmure de la prière. Alors, si on se mettait à ajouter des jours ou des mois intercalaires, ça changeait tout, parce qu'on était obligé d'interrompre la prière continue. Donc, ils n'avaient que ce moyen de bouger les dates des fêtes. Bien. Alors, donc, le résultat, c'est que certaines fêtes sont restées à leur date antérieure, d'autres ont été doublées à 8 mois de distance. Vers l'an 1000, Biruni essaie de présenter le tableau général dans son livre génial sur la chronologie des anciennes nations, et il présente aussi les variantes régionales. Alors, le calendrier en Iran, le calendrier des Sogdiens, le calendrier au Khorezm. Et c'est d'une confusion effroyable. Donc, nous maintenant, quand on étudie une image comme ça, et qu'on essaie de mettre en rapport une image de fête avec un moment particulier de l'année, on a le choix entre 4 possibilités. La fête représentée était célébrée à la date d'avant la Réforme, ou bien elle était célébrée à la date d'après la Réforme, ou bien la fête est doublée, ou bien, encore une autre possibilité, c'est une fête saisonnière pour laquelle les gens, une fête ancienne, pour laquelle les gens ne se souciaient pas du calendrier et célébraient uniquement en fonction du moment de l'année. On a toujours su, quels que soient les efforts démesurés faits pour faire oublier aux gens que les journées rallongent à partir du 21 mars, que les journées rallongent à partir du 21 septembre, les gens l'ont toujours su, évidemment. Voilà, on a toujours su que le 21 mars, c'était l'équinoxe de printemps, les jours égaux aux nuits. On le savait. Mais donc, parfois, on a toujours fait quelque chose à ce moment de l'année, même si ça ne tombait pas au Nouvel An officiel. Par exemple, on le sait, on se mariait toujours au moment du 21 mars, parce que c'était le Nouvel An solaire et on le savait. Bien. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, cette situation décrite par Biruni, elle n'est plus d'actualité en Iran depuis l'époque des Pahlavis, parce qu'ils ont adopté le calendrier solaire, finalement. Donc c'est l'année dite Shamsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Iraniens célèbrent le Nowruz le 21 mars, parce qu'ils sont revenus au calendrier solaire. Mais à l'époque prémoderne, en Iran, il y avait toujours un Nowruz au 21 mars, parce qu'on savait bien que c'était le moment crucial de l'année solaire, mais il y avait toujours des débuts d'année par-ci, par-là, etc. Bien. Alors, retour à l'interprétation de Marshak sur ces bases. Donc, il considère que la lecture doit se faire dans ce sens-là, là où je suis d'accord avec lui. Alors, il prend des points de départ. Son point de départ principal, c'est cette fête donc, qui tombe à un certain mois zoroastrien, au 6e mois de l'année, la fête du soleil et du feu. Il pense que le Nowruz est là en bas.
Il pense que le Nowruz est là en bas, avec la corbeille de fruits, etc., il a tendance à... Enfin, les fruits secs, alors il met ça en rapport avec ce qu'on fait aujourd'hui au Nowruz, c'est-à-dire qu'effectivement, on sert sur une table un certain nombre de produits, on appelle ça les haftsin. Ce sont 7 produits dont le nom commence par la lettre S. Alors il y a seke, une pièce de monnaie, hein, et il y a notamment des fruits secs. Bien, donc il pense que c'est ça le Nowruz. Et par ailleurs, il pense aussi qu'argument pour le Nowruz, c'est que le Nowruz tombait à l'époque en été et que ce sont les seuls personnages qui ont des vêtements légers. Donc là, on serait en été et on serait au Nowruz. Alors il a raccroché quelques autres fêtes. Là, il s'est trompé à mon avis. Là, avec cette fête du feu, il s'est trompé. Là, il ne s'est pas trompé, c'est la fête des nénuphars. Je ne détaille pas, tout ça, c'est dans l'article que j'avais fait en 2013 pour rediscuter tout ça. Mais j'en viens tout de suite à ce que je propose moi. Voilà, pour lui, le Nowruz, c'est ça, mais pour moi, c'est ça. Alors, pourquoi je pense que c'est ça? C'est-à-dire, non pas ce couple-là, mais celui qui est juste avant. Donc, pas le couple en bas, mais le couple à gauche. Pourquoi est-ce que je pense que c'est eux? Parce qu'on a des textes qui associent à la fête du Nowruz des lâchers de faucons. Et ça n'est associé qu'au Nowruz, au Nowruz royal. Ces textes, c'est un texte assez ancien, un arabe du 9e siècle, Kisraoui, donc on n'est pas loin de l'époque sassanide, Mahasin al-Nairuz wa al-Mihrijan, explication du Nowruz et des Mihragon, et il dit, à l'époque sassanide, on lâchait un faucon blanc chaque jour du cycle du Nowruz. Et puis on a un autre texte, plus connu, qui s'appelle le Nowruz Nameh, qu'on attribue à Omar Khayyam. Comme vous savez, Omar Khayyam, le poète, on a dit qu'il était par ailleurs un grand astronome, dont on sait qu'il a existé sous ce nom. Le débat continue pour savoir si c'est vraiment lui ou si ce n'est pas 2 personnages différents. Bien, en Iran, il ne faut surtout pas dire que c'est 2 personnages différents. Alors, dans le Nowruz Nameh, il est dit que parmi le premier jour du Nowruz, les chefs du clergé présentaient au roi un certain nombre de cadeaux. Et parmi eux, il y avait un faucon. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est un point de départ solide. Alors, maintenant, on a ça, mais on a aussi ça et on a aussi ça. Hein. C'est très, très chargé autour du Nowruz ici. Alors, pourquoi le lotus? Eh bien, Marchak avait déjà identifié. Ce lotus, c'est la fête dite Jashn et Niloufar, c'est-à-dire la fête des nénuphars. Mais on sait que nénuphar et lotus, c'est plus ou moins la même chose. Bien. Et cette fête, c'est un bon point d'accrochage, elle est en juin. Elle a toujours été en juin, parce que là, elle est indépendante du calendrier, c'est une fête rustique. Et en juin, tout simplement, c'est l'époque où les nénuphars fleurissent. Donc, on est là, on se trouve au Nowruz et on se trouve ici, il y a le mois de juin. Donc, c'est cohérent puisqu'on sait qu'à ce moment-là, le Nowruz tombe à l'été. Et alors, la femme à droite. Alors, pour moi, elle représente tout simplement la fête des morts qui est célébrée les 10 jours avant le Nowruz. La Toussaint des Zoroastriens. Les Frawardigan, c'est-à-dire, plutôt que la fête des morts, je vais dire la fête des revenants, parce que ce sont les âmes des morts qui reviennent visiter les maisons, ou bien leurs tombeaux, et à qui il faut faire des offrandes. Et c'est les 10 jours avant le Nowruz. C'est normal, comme dans toutes sortes de cultures, la fête, on purifie les impuretés laissées par l'année précédente avant d'inaugurer l'année suivante. Bon. Et alors, que nous dit Biruni? Au moment des Frawardigan, que font-ils en Iran? Ils font des fumigations de branches de genévrier dans leur maison pour que les morts profitent de la bonne odeur. Donc c'est ça. On a là tout un ensemble qui tourne autour du cycle du Nowruz. Et alors en plus, vous voyez, ce couple est précédé à droite par une
une coupe. Or, la coupe fait partie des cadeaux qu'on fait au roi au moment du Nowruz. Et la coupe, pour quelle raison? Parce que la coupe est associée à un grand héros iranien des temps anciens, Jamshid, qui prévoyait l'avenir en regardant sa coupe, et qui avait par ailleurs, selon la tradition, créé le Nowruz. Donc tout ça, en réalité, cet ensemble-là est le plus chargé de tous. Et c'est normal, puisque c'est le Nouvel An. Alors, poursuivons à gauche. Voilà les deux femmes en vêtements d'été que Marchak voulait reconnaître comme le Nowruz. Il y a un bien meilleur candidat. Il nous est indiqué par ce que présente cette femme. Il y a une fête où on servait un plat composé de blé non moulu et de fruits. En fait, ça remonte à Babylone. C'est la fête du dieu Tammuz qui est célébrée au cœur de l'été et où on présente donc, on n'a pas le droit de consommer du blé moulu, etc., etc. Cette fête, dans le calendrier zoroastrien, s'appelle Tiragon. Bien. Donc, ici, on est à la fin de l'été. Et ça colle très bien avec ce symbole, qui représenterait donc ce symbole astral. Et maintenant, on voit ce que c'est. C'est l'équinoxe d'été, c'est-à-dire la fin de l'été, 20 septembre, le moment où on va basculer en automne. Ça explique aussi les costumes légers, parce que vers le 20 septembre, il fait quand même toujours très chaud, bien. Et une remarque que je dois à mon collègue Antonio Panaino, qui me l'avait faite quand j'ai la première fois présenté mon interprétation à Londres en 2013, ce symbole-là regarde à gauche, alors que son pendant en face regarde à droite. Eh bien, c'est logique, parce que la droite, c'est l'est, c'est le sud-est, c'est le soleil levant. Et donc, comme on est à l'équinoxe d'automne, comme on est ici à l'équinoxe de printemps, on va regarder du côté des jours croissants. Alors que, à l'équinoxe d'automne, on regarde du côté vers l'ouest, du côté des jours déclinants. Donc ça colle. Alors, donc la suite. Troisième couple. Donc je suis d'accord avec Marchak. C'est bien la fête du feu, le Khorshid Odar Jashn, symbolisé par la torche. Il n'a pas commenté ce qui était tenu par la femme en face. Évidemment, elle sert du vin. Et dans le calendrier, le mois qui précède le mois où tombe cette fête du feu, c'est le mois de Mir, le mois de Mitra, le 6e mois de l'année, ou le 7e mois de l'année, Et on célèbre la deuxième grande fête annuelle de l'Iran, des Zoroastriens, après le Nowruz, c'est les Mihragon, la fête de Mitra. Et que se passe-t-il au Mihragon, entre autres choses? C'est le seul moment de l'année où le roi peut apparaître ivre en public. Bien entendu, les rois d'Iran étaient ivres dans de multiples occasions, mais c'est seulement au Mihragon qu'il peut apparaître ivre en public. Et ça, on le sait, par des témoignages très éloignés dans le temps, mais concordants. Ctésias, le grand témoin grec des mœurs de la cour, des mœurs plutôt mérovingiennes de la cour achéménide, en parle. Il en parle. Et par ailleurs, plus tard, donc, le grand encyclopédiste arabe Al-Massoudi nous dit au Xe siècle, oui, c'est ce qu'on faisait à l'époque sassanide. Les rois pouvaient s'enivrer en public, disons devant un public assez choisi au moment des Mihragon, et le calife Al-Mamoun, qui était très pro-iranien, a rétabli cet usage. Donc, tout bon musulman qu'il était,
apparemment, il pouvait quand même boire sa coupe de vin au moment des Mihragon. C'est le Mihragon. Bien. Donc on tombe là sur un ensemble à nouveau. Et on tombe maintenant sur le dernier, le quatrième couple. Alors, le seul attribut, pour moi, c'est un seau. Alors, oui, Marchak pensait que c'était les Mihragon et que le seau contenait du vin. Non, non, ce n'est pas un seau à champagne, c'est un seau qui contient de l'eau. Bien. Or, il y a une fête qui s'appelle la Brezagon, qui s'appelle tout simplement la fête où on jette de l'eau, et qui a lieu le 30e jour du 11e mois. Alors, il se trouve que cette fête est décrite exactement à cette date par un voyageur chinois à Samarcande, Wei Tsié, en 607. Il donne la date et il la décrit précisément. Il dit « les gens se promènent en se jetant des baquets d'eau ». Bien. Alors, il se trouve que ce genre de fête en Iran, ça a duré longtemps. Les voyageurs à Isfahan au XVIIe siècle le décrivaient sous le grand pont du Zayen Deroud. On se balançait des baquets d'eau à la figure, etc. La fête avait lieu à divers moments. Je pense que peut-être, d'ailleurs, dans certains endroits, ça doit encore exister. Bien. Alors, il se trouve que j'ai identifié une image de cette fête sur une peinture d'un des temples de Penjikent. Vous voyez, ils sont presque tout nus, juste en caleçon. Celui-là, il tient une bassine d'eau et il va la balancer. Là, alors c'est une fête, c'est une scène carnavalesque. Bon, on la connaît uniquement par une copie faite à un moment où on avait beaucoup de mal à identifier ces scènes, mais bon, c'est probablement assez fidèle. Il semblerait qu'ici, il y a un joueur de tambour. À d'autres endroits, apparemment, il y a des personnages avec des peaux d'animal. Ce qu'on voit très clairement ici, c'est qu'ils se balancent de l'eau. Donc, c'est cette fête. Bien, alors, maintenant, le travail n'est pas fini. Le travail n'est pas fini parce que, donc voilà, dans mon système de chronologie relative de l'année, on a donc, voilà, on a donc ça, on démarre au Nowruz, fête du juin, la fête des nénuphars, Tiragon, la fin de l'été, l'équinoxe, la fête où on s'offre du riz non concassé, puis à l'automne, même un peu pendant l'hiver à cette époque, donc la fête du vin avec la fête du feu, et puis un peu avant les festivités du Nouvel An, voilà la fête où on se balance de l'eau, et ici l'équinoxe de printemps. Bien, et le cycle peut redémarrer. Bon, alors maintenant, il faut placer tout ça, il faut essayer de caler tout ça dans l'année zoroastrienne et dans l'année solaire. À quel moment exactement tout ça tombait? Alors, je pars de l'idée que chaque couple représente un groupe de 3 mois. Mais ce n'est pas tout à fait nos trimestres. Ça ne correspond pas exactement à nos trimestres à nous. Bon. Et donc, on a comme point de repère absolu, où on est sûr de la correspondance avec le moment de l'année, la fête des nénuphars, ça peut être que juin, et puis cette fête-là où il fait encore chaud. Bien. À partir de là, on aurait donc, on peut essayer de caler mieux cette fête-là, et les gens sont habillés légers. On se situe donc à une saison chaude. Si on était avant juin, on serait obligé à ce moment-là de mettre le plat dans le 8e siècle. Parce que la correspondance entre année solaire et année zoroastrienne, pour cette fête-là, collerait bien, mais au
8e siècle, c'est trop tard du point de vue stylistique. Avant juin, si on met ça avant juin, du coup, on s'est obligé de pousser le couple suivant après juin. Si on met ça après juin, ce couple-là se retrouverait poussé après l'été, trop après l'été. Il ne pourrait plus être habillé léger comme ça. Le seul moyen, la seule bonne option, c'est que le Nowruz tombe en juin. Voilà. Et à ce moment-là, on retombe sur nos pieds. Ici, il fait encore chaud. C'est bon. Et si le Nowruz est en juin, on est entre 570 et 800. C'est les moments où c'est l'époque où ça nous fait tomber. Alors, maintenant, essayons de préciser. Je pense que les équinoxes tombent bien au milieu des périodes de 3 mois auxquelles elles correspondent. Donc, dans ce cas-là, on aurait le couple 1, ici, qui serait donc les 12e, 1er et 2e mois du calendrier zoroastrien. Ce serait mai, juin, juillet, ici. Et donc, ça comprendrait très bien la fête des morts, les Frawardigan, 12e mois, Nowruz, 1er mois, et la fête des nénuphars en juin. Ensuite, couple 2, 3e, 4e, 5e mois. Équinoxe d'automne au milieu, 20 septembre, et la fête de Tiragon à peu près au même moment. Couple 3, 6e, 7e, 8e mois. Donc, novembre, décembre, janvier. Donc, la fête du feu au début, et Abrezagon, voilà, la fête du feu au début et Mihragon au milieu. Ça va aussi. Couple 4, février, mars, avril, l'équinoxe de printemps au milieu, 20 mars, et la fête où on se balance de l'eau, à Brésagon, à la fin, comme ce que nous explique exactement le texte chinois. Donc, bon, je passe sur des subtilités supplémentaires pour les dates. Disons, le plus probable, c'est que tout ça nous fait tomber dans la deuxième moitié du 7e siècle, 650-700, c'est-à-dire un petit peu après la chute de l'Empire sassanide, mais à un moment où les principautés de Bactriane résistent encore bien. Et il y a 50 ans, Prudence Harper, dans sa première étude sérieuse de ce plat, avait exactement proposé cette date du point de vue stylistique. Alors, entre autres choses, donc cet objet, il a un intérêt considérable, évidemment, et entre autres choses, il nous éclaire sur le statut du zoroastrisme dans cette région, dans la période entre la chute de l'Empire sassanide et l'achèvement de la conquête arabe. Parce que ça paraît un peu paradoxal. On a tendance à dire, dès qu'on arrive en Afghanistan, c'est le bouddhisme qui domine. C'est ce que nous laissent penser les textes, les récits des voyageurs chinois. Mais qu'est-ce que les Chinois venaient chercher dans ces pays? Ils ne venaient pas chercher le zoroastrisme, ils venaient chercher le bouddhisme. Donc c'est normal qu'ils aient mis le bouddhisme au premier plan. Et puis, on a l'archéologie. Hein. On a du mal à trouver des lieux de culte zoroastriens, des monastères bouddhiques, vous en avez à tous les coins de vallée. Et l'art aussi. Bon. Mais ça, c'est un phénomène peut-être de perspective, de distorsion. C'est-à-dire que le bouddhisme, par nature, produit énormément de textes et produit énormément d'images. Donc il a tendance à écraser un peu le reste. Quand il coexiste avec d'autres religions, on ne les voit plus, parce qu'on ne voit plus que l'art bouddhique. Moi, je pense qu'il y avait une certaine vitalité du zoroastrisme encore dans ces régions, mais le zoroastrisme, du point de vue de ce qui est spectaculaire, de ce qui s'affiche, c'est quand même une religion assez discrète. Les textes se transmettent encore beaucoup oralement. Il n'y a pas beaucoup d'art, même s'il y en a, la preuve. Bon, voilà. Donc, ça permet de remettre les choses en perspective. Le choix de certains symboles me semble vraiment indiquer une cour royale. Hein. Le faucon du Nowruz, qui est offert au roi. Bien.
l'ivresse des Miragones, qui était également un privilège royal. Ça a été commandé par une cour princière. Mais on peut tout à fait imaginer que dans ce milieu, cette époque, les mêmes souverains pouvaient favoriser, commanditer de l'art zoroastrien et à côté de ça, contribuer à la construction d'un sanctuaire bouddhique et pourquoi pas dédier des statues dans un temple hindou. C'est ce qui c'était plusieurs précautions valaient mieux qu'une. On prenait des assurances du côté de toutes les religions. C'est exactement la situation qu'on voit un tout petit peu plus tard, au début du 8e siècle, avec les rois de Kaboul. C'est exactement ça. Ce sont des gens d'origine turque. Sur leur monnaie, il y a des symboles zoroastriens. On sait par des inscriptions qu'ils ont patronné des monastères bouddhiques et on sait aussi qu'ils ont dédié des statues de Ganesha dans des sanctuaires hindous. On serait dans une situation semblable. Voilà, j'ai donc terminé ce que j'avais à dire sur ce plat avec lequel on va pratiquement boucler la question des images disons, à symbolique religieuse dans ce répertoire. On va en venir maintenant, dans les 2 séances qui nous restent, à des images qui ont un caractère, disons, plus politique. Voilà. Ben merci. À la semaine prochaine.